la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, je m'appelle Alexandre Normando. Aujourd'hui, je parle avec Daniel Dupont, biologiste passionné et prof à l'Université de Saint-Boniface. Daniel mène des recherches sur le terrain dans différents coins de la province. Grâce à ses aventures, Daniel a développé une connaissance unique des animaux et des plantes du Manitoba. Il aime transmettre sa curiosité à tous ceux qui sont curieux. Daniel, pour commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter ce que tu fais, ce qui te passionne? Ouais, juste un petit début de toi. Ouais, j'ai toujours habité au Manitoba. J'ai eu quelques moments où j'ai travaillé hors province pendant quelques mois ici et là, mais j'ai grandi dans l'est de la province, petit village de Saint-Georges. Puis je pense que ça a beaucoup comme formé qui je suis comme individu aujourd'hui. Puis on vivait sur une petite ferme sur le long de la rivière Winnipeg. Puis on avait la rivière d'un côté, on avait un petit champ de l'autre, puis juste derrière le champ, on avait le bois. Puis je pense que ça a beaucoup influencé qui je suis aujourd'hui, puis aussi mon domaine de recherche. Puis maintenant, en tant que prof à l'USB et écologiste, j'étudie surtout dans le domaine de l'écologie et de l'environnement, et surtout avec la faune. Et quand je pense à pourquoi je suis dans ce domaine-là, je pense beaucoup que ça a beaucoup rapport avec mon enfance. Oui, j'adore cette réponse. Vraiment vivre dans la nature, ça influence beaucoup comment que tu aperçois les choses. Puis passer beaucoup de temps dehors, c'est vraiment ça. Puis tu penses que ça a eu un impact. Puis comment est-ce que ton enfance t'a lié à cet aspect de choisir la biologie et l'écologie comme étude? Avec mes frères, souvent, on passait tout notre temps dehors. Alors que ce soit aller sur nos vélos, mais on allait souvent aussi, que ce soit en kayak ou en canot ou en bateau sur la rivière, ou j'allais pour des randonnées dans le bois. Puis on avait toutes sortes de différents animaux sur la ferme. On avait des animaux sauvages qui venaient dans la cour régulièrement. Alors, on voyait des ours dans les alentours. Ça, c'était commun. On entendait les coyotes souvent. Des fois, on entendait ou on voyait des loups, puis des fois des orignaux. Alors, tout ça, je pense que ça a beaucoup marqué qu'est-ce qui était la norme pour moi. Puis c'est quelque chose, c'est vraiment devenu une passion. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus une curiosité qui a vraiment commencé à mon enfance, mais qui a continué lors de mon parcours académique. Puis éventuellement, c'est devenu une carrière. Est-ce qu'il y a des endroits au Manitoba qui t'ont vraiment marqué? Est-ce qu'il y a des espèces que tu retrouves seulement au début de la province que vraiment touché? Yeah, pour moi, c'était beaucoup avec les gros mammifères. La majorité de mon travail puis mes études ont été faites dans l'est de la province, mais surtout dans le coin de Saint-Georges, Lac-du-Bonnet, dans le coin de Bessette et un peu au nord. Ça comprend aussi le nord du parc provincial Whiteshell ou en plein dans le milieu du parc provincial Nopoming. J'ai aussi travaillé en Ontario plusieurs étés et aussi dans les Rocheuses en Alberta puis en Colombie-Britannique en suivant les grizzlies puis les loups dans ce coin-là pendant un petit bout de temps. Mais la majorité de mon temps a été dans l'est du Manitoba et c'est vraiment les espèces qui me passionnent davantage. C'est vraiment l'orignal, les loups et le caribou des bois. J'aime parler et explorer aussi au sujet de la végétation. Je fais partie des projets avec comme les ours noirs, avec les chevreuils aussi, explorer la dynamique entre des parasites qui affectent certains de ces animaux ici aussi et comment que ça influence les distributions de certaines de ces espèces dans la province.
Mais la vaste majorité de mon temps a été passé dans l'Est Manitoba, qui, selon moi, est la plus belle partie de la province. C'est vrai que c'est incroyable de penser que à l'est Manitoba, c'est la forêt boréale, puis on va à l'ouest de la province, puis tous les plaines jusqu'à temps que tu vas assez au nord. Puis il y a juste tellement de faune là, puis de végétation qui grandit là. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de tes recherches de végétation? Pour moi, c'est souvent relié à la faune. Alors souvent, quand j'étudie différentes populations, que ce soit l'orignal, que ce soit les loups ou autres, mais comme exemple, un projet pas relié aux orignaux ou aux loups, mais aux caribous des bois, c'était un projet où ce que j'étudiais, entre autres, le type d'habitat que les caribous des bois utilisaient et préféraient pour donner naissance à des petits. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est que, entre autres, j'allais dans le bois, dans différentes régions où les caribous des bois pouvaient potentiellement donner naissance. Et là, j'identifiais ces endroits-là. Et là, quand j'identifiais ces endroits-là, là, j'identifiais, entre autres, le type de végétation qu'il y avait dans ces habitats-là. Pour essayer de déterminer est-ce qu'il y a un type d'habitat que cette population de caribous qu'on retrouve dans le sud-est du Manitoba préfère davantage et est-ce qu'on devrait protéger pour s'assurer que ces populations de caribous puissent vivre à long terme et qu'ils peuvent avoir le type d'habitat qui sont nécessaires pour différentes parties de leur survie. Je pense juste à l'aspect de trouver le bon habitat, puis est-ce que dans les dernières années de tes recherches, tu as vu l'impact des changements climatiques au Manitoba? Yeah, ça c'est une excellente question, puis c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Avec l'été qu'on a eu, les feux de forêt qu'on a eu, que c'était vraiment une année extraordinaire par rapport au nombre de feux de forêt, mais aussi juste la grandeur et l'intensité des feux de forêt que nous avons eus. Et ça, c'est directement relié au changement climatique. Il y a autre chose qui entre en jeu aussi. La façon que nous, en tant qu'humains, on gère les forêts et aussi les feux de forêt, c'est une façon qui contribue à ces gros feux ici. Parce que dans la forêt boréale et dans d'autres écosystèmes comme les prairies, comme c'est un cycle naturel et c'est un renouvellement de l'écosystème. Alors, à chaque 60 à 200 ans, les forêts typiquement vont brûler. Mais qu'est-ce qui arrive, entre autres, c'est que si nous, comme humains, on décide qu'on veut essayer d'éteindre des feux dans certaines régions parce qu'on a des chalets ou on veut protéger la forêt parce que ça a une valeur pour une compagnie qui fait des coupes forestières ou autre intérêt quelconque. Il faut le faire, mais en même temps, ça a des effets à long terme, surtout quand tu ajoutes le changement climatique. Parce que là, au lieu d'avoir des plus petits feux de forêt ici et là qui brûlent naturellement, on a des grandes étendues de forêt. Lorsque les conditions sont extrêmes, quand un feu commence, il y a tellement de forêt que le feu peut brûler qu'on ne peut pas contrôler. Mais avec le changement climatique, ça a des effets assez importants quand ça vient à la végétation. C'est pas juste des feux de forêt aussi, on peut penser aussi à comment que ça va affecter la distribution de la végétation aussi, puis la distribution des animaux à cause, entre autres, de la distribution de la végétation. Parce que les hivers sont moins intenses, il y a moins de neige, alors ces espèces peuvent survivre. Maintenant, dans des régions où ils ne pouvaient pas survivre. Alors ça veut vouloir dire que des espèces qui sont dans des régions présentement vont potentiellement disparaître de ces régions-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on le voit de plus en plus, surtout le plus au nord qu'on va. Est-ce que tu as des exemples de ces animaux-là ou ces végétations-là qui ont migré déjà? Il y a quelques exemples. Si tu regardes, entre autres, comme les chevreuils, les chevreuils au Manitoba continuent à bouger graduellement de plus en plus au nord. Alors, est-ce qu'on a un hiver qui est vraiment long et qui est vraiment froid? Et ces deux variables-là vont déterminer si les chevreuils peuvent survivre dans une région.
Juste savoir si, au courant des recherches, tu as eu des moments marquants quand tu étais sur le terrain, mais spécialement tes recherches au Manitoba. Pour moi, n'importe quand tu es dans le bois, pour moi, ça, c'est toujours spécial. Je me sens vraiment chez moi. J'encourage toujours les gens de passer autant de temps possible dehors. Mais quand ça vient des exemples, j'ai peut-être une couple d'histoires. Je marchais dans une forêt d'épinettes blanches. Et il n'y avait pas beaucoup d'arbustes, alors tu pouvais voir assez loin dans la forêt. Et j'avais comme un sentiment qu'il y avait comme quelque chose d'autre dans la forêt avec moi. Puis là, quelques secondes plus tard, je regarde à ma gauche, puis à environ une centaine de mètres de loin, il y avait deux loups. Il y avait un loup noir puis un loup blanc. Et pour comme une fraction de seconde, nos regards se sont croisés, puis juste en y penser encore, j'ai des frissons. Quelque chose de tellement majestueux de voir une espèce comme le loup dans son état naturel, dans son habitat naturel, puis ils ont juste continué à marcher. Puis pour moi, ça, c'était comme « wow ». Même si j'étudie les loups pendant plusieurs années, je les vois pas nécessairement souvent. Et des petits moments comme ça, c'est pas mal spécial. Alors, si les gens voient ou croisent des animaux dans la nature, surtout un animal comme un loup qui est relativement rare à voir, c'est des moments qui souvent te restent avec toi. Ouais, certainement. Comme c'est vraiment cool de voir les animaux dans leur état naturel. Pourrais-tu nous parler un petit peu de la recherche que tu fais pour ta thèse? Ma thèse, ça traite vraiment de la dynamique entre les prédateurs et les proies, et plus spécifiquement d'examiner la relation entre les loups et les orignaux au Manitoba. Et j'explore les populations dans l'est de la province, entre autres au nord de la rivière Winnipeg, et les populations aussi dans l'ouest de la province, dans le parc du Mont Riding. Et essentiellement, qu'est-ce que j'examine, c'est comment les loups vont sélectionner les orignaux ou les proies qui sont plus vulnérables. Et j'examine aussi le stress chronique qui est associé à ces proies-là. Alors, j'explore toute cette dynamique qui te démontre, entre autres, comment que toutes les choses sont connectées dans la nature. Puis je suis certain que cette recherche-là n'est pas seulement limitée à les loups puis les orignaux. C'est vraiment tous les proies, tous les prédateurs et les proies sont vraiment interreliés. Absolument, c'est ça. Même si on pense au loup, une des affaires qui est intéressante avec la recherche que des collègues et moi on a faite dans les dernières quelques années avec les loups, c'est qu'on a réalisé à quel point le castor est une source de nourriture, une proie tellement importante pour les loups au Manitoba, surtout dans la forêt boréale et surtout dans l'est de la province. Au point où quand le printemps arrive, certaines meutes vont chasser et manger que du castor. Ça a des impacts sur les autres espèces. Alors, comme tu dis, c'est quand même tout relié. Ça affecte toutes les autres espèces aussi. Ça affecte la végétation même, parce que les autres mangent la végétation. Et alors, puis ça, c'est vrai pour n'importe quel système prédateur-proie. C'est tout interrelié. En parlant de tes recherches, Daniel, j'aimerais aussi parler du lien entre ta façon d'étudier la nature et l'héritage de tes origines métisses. Ça fait partie de mon enfance, puis qui je suis comme individu aujourd'hui, mais j'ai toujours su que j'étais métisse, puis ça, c'est quelque chose que je suis très reconnaissant de ça, autant dans le sens que je sais que autres générations ont souvent pas eu la même chance que moi j'ai eu de grandir sachant que j'étais métisse, parce que c'était caché dans la famille pour des raisons de survie. Mais je suis très chanceux d'avoir grandi dans un temps puis dans une famille où ce que c'était célébré puis c'était quelque chose dont on était fier. Et pour ça, quand tu parles de que ce soit métis, que ce soit Première Nation, que ce soit Inuit, tous les différents peuples, une des affaires qu'on a en commun, c'est vraiment l'importance d'être connecté avec son environnement. Alors, ça s'intègre tellement naturellement dans le domaine dans lequel moi j'étudie, parce que quand tu penses à l'écologie, c'est l'étude des espèces et de leur environnement. Et ça, c'est un aspect intégral dans la culture métisse, dans la culture autochtone de façon plus large. Puis je pense aussi que ça me permet aussi d'examiner
certaines questions d'une différente façon parce que, surtout dans le domaine de la recherche dans les sciences naturelles, on voit davantage l'importance d'examiner des questions de recherche de la perspective de la science occidentale, et aussi d'examiner de perspectives ou de savoir autochtone. Et souvent, on a tendance à regarder des questions plutôt très spécifiques. Mais quand on parle du savoir autochtone puis perspective autochtone, souvent, c'est plus une approche holistique où ce qu'on regarde à l'environnement dans son entier. Et je pense de regarder de ces deux différentes façons-là, ça te donne, entre autres, une différente perspective. Ça rend la recherche encore plus riche et j'oserais même dire que ça donne des meilleurs résultats à la fin. Merci tellement pour ce beau partage et pour faire certain de ce que tu vois dans ton environnement, connecter avec ton environnement, spécialement quand tu travailles dans les écosystèmes, dans la nature. Il faut vraiment accepter que je suis humain dans cette nature-là. Il faut que je la respecte. Il faut que je fais mon travail pour la respecter. Puis aussi ce sens de quand que nous sommes dans la nature, on se ressent reconnecté. Puis je pense que c'est vraiment spécial que en faisant la recherche dans ce domaine, on peut ressentir ça même plus. Puis on peut même plus le comprendre comme personne. Je dirais même qu'il ne faut pas oublier que nous, comme humains, on fait partie de cet environnement-là. Alors souvent, on a tendance des fois à entendre dire que les humains devraient se retirer de l'environnement, mais on fait partie de cet environnement-là. Puis je pense qu'il faut retourner à ça, puis de ne pas avoir peur de reconnecter. Exactement. Tu enseignes à l'USB, tu vois plein de faces puis d'élèves qui sont passionnés de l'écologie. Qu'est-ce que tu voudrais dire ça, à quelqu'un qui voudrait prendre le même parcours que toi puis souhaiter vivre un parcours similaire? Premièrement, je les encouragerais de suivre leur passion et de vraiment explorer différents systèmes, que ce soit différents environnements, que ce soit différentes régions de la province, explorer différentes espèces. Je pense que ça aide, entre autres, à mieux cibler tes intérêts, mais ça te donne aussi comme une bonne base pour juste mieux comprendre les systèmes, de ne pas avoir peur d'essayer de faire partie de différents projets, de faire du bénévolat, faire des jobs d'été, de contacter des chercheurs qui font de la recherche qui t'intéresse, de ne pas avoir peur d'essayer de trouver ces opportunités-là parce que c'est vraiment cette façon-là que ça va ouvrir des portes et éventuellement, espérant mener à un métier qui t'intéresse. Nous avons la chance d'avoir un accès si facile à la nature au Manitoba. Au fil de cet épisode, nous avons exploré la faune et la flore locale, étudié les impacts des changements climatiques et découvert l'importance de se reconnecter avec notre environnement. Cela nous a également permis de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et le rôle essentiel de chaque élément qui le compose. Rappelons-nous que notre environnement n'est pas seulement un décor, il fait partie de nous. En protégeant la biodiversité et en respectant notre planète, nous faisons corps avec la nature et participons à un futur plus équilibré. Merci à notre intervenant Daniel Dupont et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Alexandre Normando, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Joël Tétrault, notre mentor en patrimoine, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites.
N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!